cher Patrick, c'est toujours avec un immense plaisir que nous te recevons au forum, car tu es sans conteste un des meilleurs, sinon le meilleur d'entre nous, les économistes, et ton parcours est d'ailleurs suffisamment connu pour que je ne le réplique qu'en gros. Polytechnicien, ancien élève de l'ENSAE et de l'Institut d'études politiques, tu as été professeur à l'IX jusqu'en 2011, tu es professeur associé à Paris-Panthéon-Sorbonne, tu es membre du Conseil d'analyse économique et du Cercle, et tu es depuis plus d'une décennie directeur des études chez Natixis. Tu écris régulièrement des chroniques très lues, et en premier lieu par ton serviteur, dans Le Monde, Challenge, Les Échos, etc., et toutes les grands journaux et revues. Tu as publié entre 2005 et 2018, avec Marie-Paul Virard, 13 livres, si je ne me suis pas trompé, alors 14 avec celui-là, dont les derniers, Euro par ici la sortie en 2017, et si les salariés se révoltaient en 2018, et puis Discipliner la finance en 2019, donc je suppose. Quel pessimisme! J'espère que ce n'est pas l'arrière-fond de ce que tu vas nous dire ce soir. Chaque fois que nous t'avons invité, tu nous as proposé en effet, en 5 ou 6 tableaux de chiffres, une vision de l'économie mondiale immédiate et prospective. C'est encore ce que nous attendons de toi ce soir. Mais j'aimerais te soumettre une réflexion géopolitique en toile de fond sur les déterminants qui me paraissent exceptionnels de la géopolitique et de l'économie mondiale, donc aujourd'hui. L'attention mondiale est fixée sur les relations qu'entretiennent les États-Unis et la Chine, notamment relations commerciales dont les plus grands experts te disent qu'elles sont la clé de l'évolution de l'économie mondiale. Je pense pour ma part que le président américain n'a pas vraiment en tête la situation économique et politique du monde quand il prend ses décisions, dont les tweets n'expriment que l'apparence. En fait, l'évolution géopolitique et géoéconomique du monde, en partie liée à ces tweets, en raison de la taille des États-Unis, est finalement le produit du seul vrai souci de Trump, c'est-à-dire sa réélection en 2020. Il a été élu de justesse en 2016 en exprimant directement, et à travers des manœuvres numériques nouvelles que la morale réprouve, des idées attendues par une minorité d'Américains victimes de la mondialisation. Population électorale qui se sentent abandonnée, comme d'ailleurs en Grande-Bretagne, en France et en Italie, entre autres. Électorat minoritaire en nombre de voix, il faut s'en rappeler, aux États-Unis, mais dont la répartition sur le territoire d'Américains victimes de la mondialisation, donc, était telle que, compte tenu du système électoral, elle lui a quand même donné la majorité des grands électeurs. Depuis lors, toutes ces décisions ont été prises dans le seul but de satisfaire cet électorat, autant en mots d'ailleurs qu'en action. Ainsi, le fameux mur entre États-Unis et Mexique n'est resté qu'un projet, mais il vient encore, c'est ça qui est formidable, d'être relancé pour la prochaine campagne, selon le mot anglais, dans la première réunion électorale de Floride. De même, Trump a pris toutes ses décisions au Proche-Orient, y compris vis-à-vis de l'Iran, pour complaire à son électorat évangélique, et dans l'intérêt seul des Israéliens de ce fait, et plus précisément même de Netanyahou. Ainsi en a-t-il été, par exemple, du déplacement de la représentation diplomatique des États-Unis à Jérusalem et de la réunion d'un comité pour faire soi-disant la paix entre les Juifs et les Palestiniens, sans les Palestiniens. Sa posture sur les armes et sur l'avortement vise exactement le même électorat ultra-minoritaire dans l'Union, mais qui, majoritaire dans certains États comme l'Alabama, profite de cette opportunité pour tenter de relancer le processus constitutionnel aboutissant à la nouvelle Cour suprême et qu'elle revienne sur son arrêt de 1973 sur l'avortement, ce qui aurait encore une fois une répercussion mondiale. C'est pour complaire à l'électorat petit blanc des États de ses électeurs qu'il n'a pas condamné les manifestations suprémacistes. Et ces tentatives à moitié réussies de remettre en cause l'ALENA comme la menace répétée de hausse des droits à l'importation vis-à-vis de la Chine et de l'Europe ont pour seul but de donner satisfaction aux ouvriers, même si leurs usines ne doivent pas rouvrir. C'est caractéristique par exemple avec les mines de charbon, dont pas une n'a réouvert. On peut presque dire que ces mauvaises relations avec Angela Merkel tiennent au Mercedes apporté aux États-Unis. Il est par ailleurs complètement hostile au multilatéralisme. Il ne croit qu'au deal, dit-il,
Comme dans les affaires, ma vie est un pari, a-t-il dit récemment, comme on le voit en couverture, je crois que c'est du Times Magazine. C'est pourquoi, en dehors des exportations, il combat l'Union européenne, qui est un phénomène multilatéral, et il a envoyé pour ce faire, en Europe, son séide Steve Bannon. Par leur poids économique et leur supériorité militaire, les États-Unis ont toujours fortement influencé l'évolution du monde. C'est la menace de guerre des étoiles par Ronald Reagan, renforcée par le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, qui a eu raison de l'Union soviétique et qui a détruit la bipolarité. En réponse à la destruction des Twin Towers, septembre 2001, Bush, fils, entrant en guerre en Afghanistan, puis poussé par le complexe militaro-industriel en Irak, encore les États-Unis ont ainsi affirmé une hégémonie mondiale. Mais dans ces deux périodes, ce ne sont pas des raisons de politique intérieure américaine qui ont provoqué ces séismes mondiaux. Je crois que jamais la politique étrangère américaine, donc la géopolitique, donc la géoéconomie, n'a eu une telle relation avec la politique intérieure états-unienne, au sens le plus électoral, le plus politicien, de sorte que tout ce qu'on peut prévoir aujourd'hui peut être remis en cause en fonction de l'évolution des sondages aux États-Unis. Qu'en penses-tu? Quel est ton pronostic? Bonsoir à tous. Merci Jean de l'invitation, qui fait toujours plaisir. Alors je vais peut-être pas répondre dans le grand détail à tes questions sur les États-Unis de la même manière, mais je vais essayer évidemment de dire à quel point il est important d'essayer de comprendre ce qui va se faire et se décider aux États-Unis, et d'ailleurs à quel point pour un économiste il est compliqué de devoir avoir affaire à des phénomènes parfois irrationnels. Nous sommes plutôt en train d'essayer de réfléchir rationnellement, et on est confronté à beaucoup de décisions irrationnelles. Le Brexit est totalement irrationnel, quelque chose qui va être dramatique pour le Royaume-Uni. D'avoir choisi pour les Américains comme partenaire au Moyen-Orient l'Arabie Saoudite et pas l'Iran est une erreur absolument dramatique. Le seul pays d'avenir au Moyen-Orient, c'est l'Iran. Et effectivement, on a vu utiliser par Trump la menace protectionniste, pas vraiment dans un conflit commercial, pour obtenir des avantages, comme dans ce que tu décrivais bien, dans un rapport de force avec les pays. Et donc ce qu'ils demandent aux Chinois, c'est d'ouvrir leur marché, davantage aux entreprises américaines. Ce qu'ils demandent aux Européens, c'est de venir fabriquer aux États-Unis, ce qui pour l'instant est fabriqué en Europe et exporté aux États-Unis. Et les droits de douane sont une menace dans ce rapport de force. Et donc je vais évidemment être obligé à un certain moment d'intégrer une prévision de Trump pour parler de l'économie mondiale. Et c'est quand même pas le truc le plus facile à prévoir, il faut reconnaître. Et peut-être j'aurai à ce moment-là un biais rationnel, en disant s'il se comporte rationnellement, il devrait faire cela. Et peut-être est-ce qu'il ne se comportera pas rationnellement. À nouveau, les Anglais, collectivement, se sont comportés de façon totalement irrationnelle. La Banque d'Angleterre nous dit que le Brexit sans accord va coûter probablement pas loin de 10% du produit intérieur brut au Royaume-Uni dans les 7 ou 10 prochaines années. Voilà, donc j'y reviendrai. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ce soir, quand nous avons parlé? Je voulais essayer de ne pas faire simplement une analyse à court terme de l'économie, ce qui n'est pas très intéressant, mais de partir de ces questions de court terme pour essayer de regarder ce qui est profondément différent dans l'économie mondiale par rapport à ce que nous avions il y a 10 ans ou 15 ans. Et je voudrais essayer de vous montrer qu'on a une situation qui est vraiment de très grande rupture. L'économie mondiale fonctionne de façon extrêmement différente de ce que nous avions dans le passé. Et ceci inclut évidemment la composante géopolitique dont tu parlais. Et donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire 3 choses. Une chose qui était d'expliquer que la dynamique cyclique, la dynamique des cycles conjoncturels des pays était extrêmement différente de celle du passé parce que nous étions confrontés à une évolution tout à fait nouvelle qui est la disparition de l'inflation. Et que la disparition de l'inflation est un phénomène dont on n'a pas encore pris toute la mesure, qui est extrêmement important, qui change à nouveau la dynamique cyclique, mais bien au-delà, qui change complètement le fonctionnement de nos économies.
Il faut comprendre que, et je vais juste revenir sur tout ça et montrer 2 ou 3 pas trop graphiques, que cette disparition de l'inflation est complètement liée à ce que nous avons fait dans les grands pays avec les marchés du travail, depuis une vingtaine d'années. Le deuxième sujet, il me semble, de cet environnement-là, ce sont les politiques monétaires. On a des banques centrales qui nous surprennent tous les jours. Les taux d'intérêt en Europe, les taux d'intérêt de la BCE sont à 0. Et le président de la BCE nous dit qu'il va baisser les taux. Donc on est quand même de temps en temps surpris. Et donc qu'est-ce qui se passe avec les banques centrales? Quel est vraiment leur comportement? Quels sont leurs vrais objectifs? Quels sont les dangers associés à ces nouveaux comportements? Et en tout cas, nous avons des banques centrales qui sont radicalement différentes de celles que nous avions dans le passé. Et puis le troisième sujet qui me rapproche de ce livre, c'est de dire, on a un sentiment confus, oui il est sympa, pas cher, en fait, on a un sentiment confus qu'une crise arrive. Chacun a sa vision de la crise qui arrive, c'est peut-être une crise géopolitique d'ailleurs, mais dans le domaine financier, on a beaucoup de gens qui écrivent qu'il y a trop de dettes, qu'une crise arrive et que j'avais des collègues qui écrivent que cette crise sera bien pire que celle des subprimes il y a 10 ans. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'une crise arrive? Est-ce qu'on peut essayer de savoir d'où partirait cette prochaine crise? Quel serait le facteur déclencheur? Est-ce qu'on peut l'éviter? Enfin voilà, je trouve qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le cas. Alors je vais commencer par la question de la situation des économies. J'ai oublié de dire que j'en profiterai pour dire un tout petit mot de la Chine, parce que dans le débat géopolitique, je pense qu'il faut aussi comprendre que l'économie chinoise va mal. Et que le fait que l'économie chinoise va mal ne met pas Xi Jinping en position de force vis-à-vis de Trump et probablement le met en position d'accepter un compromis. Alors Xi Jinping a fait il y a 15 jours un grand discours en disant que les Chinois allaient refaire la longue marche. Vous savez, quand Mao s'était enfermé dans une caverne et était revenu ensuite avec quelques centaines de créateurs du Parti communiste chinois, honnêtement, on ne sent pas les Chinois avoir envie d'aller dans des cavernes aujourd'hui. Et le fait d'avoir une économie faible et inquiétante, je pense, dans le géopolitique, donne un avantage tout à fait considérable à Trump dans son conflit avec la Chine. Voilà, alors je dirais donc un mot de la Chine. Alors je reviens sur la question centrale, qui est, et je pars donc de cette question, de ce point qui me paraît absolument essentiel, qui est qu'il n'y a plus d'inflation. Alors, je ne vais pas vous montrer le graphique. Si vous regardez la ligne sombre, par exemple, ici, c'est l'inflation en Europe quand on enlève l'effet du prix du pétrole, des prix de l'énergie. Et vous voyez que ce qu'on avait dans le passé était relativement régulier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans une période de croissance, le chômage baissait, les salaires croissaient plus vite, et comme les salaires croissaient plus vite, on avait de l'inflation. Alors, on n'avait pas une énorme inflation, vous voyez qu'on avait 3% d'inflation, mais 3% d'inflation, c'est plus que 2. Vous savez que les banques centrales ne veulent pas qu'il y ait plus que 2. Donc quand on avait de l'inflation à 3%, j'y reviens tout à l'heure, les banques centrales réagissaient de façon extrêmement violente. Et vous voyez qu'aujourd'hui, alors que le taux de chômage en Europe est le même qu'en 2007, je pourrais raconter la même histoire pour les États-Unis, on a une inflation qui est à 1 et qui ne montre aucune volonté d'augmenter. Donc on n'a plus aucune inflation à la fin des périodes de croissance, lorsque le taux de chômage devient faible. C'est quelque chose que beaucoup d'économistes ou de banques centrales ont beaucoup de mal encore aujourd'hui à accepter. L'idée que le plein emploi ne ramène pas à l'inflation. Parce qu'on avait, ce que les économistes appellent la courbe de Phillips, une situation où, au plein emploi, les salariés, bien sûr, ont une position de force dans les négociations, les salaires accélèrent, et comme les salaires accélèrent, les entreprises montent les prix et l'inflation revient. Or, ceci est totalement disparu. Alors, vous voyez ici que ça a disparu au Japon il y a plus de 20 ans, et le Japon est un assez bon laboratoire de pas mal de mécanismes, et ça a disparu en Europe et aux États-Unis depuis le début des années 2010. Donc le plein emploi ne ramène plus l'inflation. Alors d'où est-ce que ceci vient? Ceci vient évidemment très largement de ce qu'on a fait sur les marchés du travail. Depuis Margaret Thatcher à la fin des années 70 et jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui, les pays de l'OCDE, depuis 40 ans, déréglementent leur marché du travail. Et cette déréglementation se fait avec l'idée
qu'elle est créatrice d'emplois, hein, que les entreprises confrontées à un marché du travail où il y a des règles moins strictes, où les coûts de licenciement sont plus faibles, etc., vont embaucher davantage de personnes. C'est peut-être vrai, hein, mais une conséquence massive de ça est qu'on a fabriqué ce qu'on peut appeler de l'austérité salariale. Et quand vous regardez, alors il ne faut pas que j'abuse des graphiques, mais alors, regardez-moi si vous arrivez à visualiser la ligne qui est grise, je vais prendre les États-Unis pour une fois pour changer de pays. Ce que vous avez là, c'est les coûts salariaux des entreprises. Hein, c'est ce que les entreprises ont, la hausse sur un an, hein, des coûts salariaux. Et vous voyez par exemple qu'en 2001 aux États-Unis, on était à 3. En 2008, vous voyez qu'on était aux États-Unis, on était à 4 plutôt en 2000. Hein. Et vous voyez qu'en 2006-2007, hein, on était à 5. Hein. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 0. Hein. Donc il n'y a plus aucune inflation salariale. Même quand on est au plein emploi, il n'y a plus de hausse, les salaires n'accélèrent pratiquement plus, les coûts salariaux n'augmentent pas, et donc évidemment les entreprises n'ont pas besoin de monter leur prix et il n'y a pas d'inflation. Donc on a détruit le pouvoir de négociation des salariés sur le marché du travail. Mais il faut voir comment ça marche. Prenez les réformes. À nouveau, on fait ça avec un objectif autre, hein, qui est de rendre plus facile l'embauche pour les entreprises. Donc il ne faut pas voir que le versant négatif de cela. Hein. Mais quand on réduit les indemnités de licenciement, quand on réduit les indemnités de chômage, quand on rend plus facile les licenciements, etc., ce qu'on a fait dans tous les pays depuis 40 ans, quand on fait baisser le rôle des syndicats, et puis par ailleurs, quand les nouveaux emplois sont souvent dans des petites entreprises de services et puis dans la grande industrie syndicalisée comme il y a 30 ans, eh ben, on réduit le pouvoir de négociation des salariés et on a des salaires qui augmentent moins vite, au point qu'ils n'accélèrent plus même au plein emploi. Ce qui est vraiment un sujet d'étonnement, mais qu'on observe. Donc il faut, hein. Et alors aux États-Unis, où ceci a beaucoup choqué beaucoup de mes camarades économistes, on a beaucoup de gens qui travaillent sur la question de la concentration et qui montrent qu'en fait, les entreprises ont des positions dominantes sur le marché du travail. C'est-à-dire que dans chaque industrie, dans chaque secteur d'activité, un petit nombre d'entreprises représente une très grande proportion des embauches. Et donc une espèce de collusion entre entreprises pour ne pas faire monter les salaires. Voilà. Donc, on a ce monde nouveau, hein, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de révolte contre ça, où, même au plein emploi, les salaires augmentent peu, les coûts salariaux n'augmentent pas, et il n'y a pas d'inflation. Alors, ça change complètement le fonctionnement de nos économies, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, nos économies étaient rythmées par un cycle économique qui était toujours le même, qui était qu'après quelques années de croissance et de baisse du chômage, l'inflation revenait. Et comme l'inflation revenait, les banques centrales montaient les taux d'intérêt. Et d'ailleurs, je reviendrai sur les banques centrales dans quelques minutes. Non, pardon, c'est celui-là que vous regardez. Ce que vous voyez, je ne vais pas y arriver. Ce que vous voyez, par exemple, alors on peut prendre les États-Unis en rose, et l'Europe, c'est le bleu ciel. C'est les taux d'intérêt des deux grandes banques centrales, hein, donc la Réserve fédérale aux États-Unis, la BCE en Europe. Et vous voyez qu'encore en 2000, les taux d'intérêt montent, encore en 2006-2007, les taux d'intérêt montent, et qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les taux d'intérêt ont un tout petit peu monté, et en Europe, ils n'ont pas du tout monté. Ça fait 20 ans que les taux d'intérêt sont nuls au Japon. Et donc les banques centrales, confrontées à la disparition de l'inflation, ne montent plus les taux d'intérêt, même quand on est au plein emploi. Alors il faut se rendre compte que ceci change considérablement le fonctionnement de l'économie, parce que comme on garde des taux d'intérêt extrêmement faibles, je pourrais dire les choses en disant, à tout moment, tout le monde est solvable. Plus personne ne devient insolvable. Et tout le monde, c'est les États. Là, prenez le Japon. Le Japon a une dette publique qui fait 235% du produit intérieur brut. Le taux d'intérêt est de moins 0,1% pour un taux d'intérêt à 10 ans. Donc si vous achetez de la dette de l'État japonais, c'est vous qui versez des intérêts à l'État japonais. Ah, mais c'est le cas en Europe pour l'Allemagne, pour la France depuis quelques jours. L'État français se finance à des taux d'intérêt nuls ou négatifs, pour la Suède, pour la Suisse, pour les Pays-Bas, pour l'Allemagne. Et donc si vous avez une dette énorme, mais que le taux d'intérêt est de 0, vous êtes solvable. Le niveau de... C'est vrai pour les ménages, c'est vrai pour les entreprises qui payent des taux d'intérêt beaucoup plus bas, donc tout le monde est solvable. Hein, même ceux qui ont des taux d'endettement extrêmement élevés.
puisqu'ils ne payent pas d'intérêt sur leur dette, donc forcément, ils arrivent à payer leurs intérêts sur leur dette, vu qu'il n'y en a pas, quoi. C'est un mécanisme relativement simple. Hein. Or, toutes les crises et toutes les récessions depuis la Seconde Guerre mondiale sont liées à l'insolvabilité d'un groupe d'agents économiques. En 2000, par exemple, ce sont les entreprises qui avaient fait des acquisitions extrêmement hardies à des prix très élevés, et que quand les cours boursiers se retournent et redeviennent à peu près raisonnables, ces acquisitions faites à des prix très élevés font que les entreprises sont insolvables. Elles ont payé trop cher des acquisitions. En 2008-2007, ce sont les ménages américains qui sont insolvables. Hein, les prix de l'immobilier baissent aux États-Unis. Les ménages qui sont beaucoup endettés pour acheter de l'immobilier deviennent insolvables et ça déclenche la grande crise des subprimes. En 2010, c'est des États européens qui sont insolvables, la Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Espagne. Hein, les États ne sont plus capables de faire face à leurs échéances. Et aujourd'hui, personne ne peut être insolvable puisque les taux d'intérêt sont de zéro. Et donc la conclusion, c'est qu'il n'y aura plus de récession. Hein, les récessions ont totalement disparu. On peut avoir des petits mouvements de la croissance. À un certain moment, quand on a acheté beaucoup de logements, on se met à acheter moins de logements. Quand on a beaucoup investi, on se met à investir moins. Et quand on arrive au plein emploi, c'est plus difficile d'embaucher, donc on crée moins d'emplois, etc. Donc on peut avoir des oscillations de la croissance, mais on ne peut plus avoir de récession. Donc assez probablement, ce qui évidemment choque beaucoup aussi, pour l'instant, les récessions ont disparu. Aux États-Unis, en Europe, au Japon, etc., dans les grands pays, en Suède, au Canada, enfin dans les grands pays de l'OCDE, on a fait disparaître les récessions par la technologie qui est la disparition de l'inflation, donc la disparition de la hausse des taux d'intérêt. Et comme il n'y a plus de hausse des taux d'intérêt, il n'y a plus rien qui déclenche l'insolvabilité, donc il n'y a plus de récession. Donc je pense qu'il faut prendre très au sérieux l'hypothèse de disparition des récessions. Ce qui, évidemment, que certains économistes n'arrivent pas, enfin, c'est dur à avaler, quoi. Hein, donc certains économistes n'arrivent pas à le croire, annoncent des récessions, mais à nouveau, il peut y avoir des ralentissements de la croissance, des oscillations, une vraie récession où il y a vraiment une crise et il y a des gens qui sont en difficulté, qui arrêtent de consommer ou qui arrêtent d'investir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible dans un monde où les taux d'intérêt restent extraordinairement bas et tout ça vient de la disparition de l'inflation. Donc voilà ce que je voulais dire pour commencer. Et alors ceci explique que je ne crois absolument pas qu'il y aura l'année prochaine une récession aux États-Unis ou en Europe. Qu'on vous annonce en général par page entière de journaux, qu'est-ce qui peut déclencher une récession quand même ceux qui sont endettés jusqu'aux oreilles vont bien, quoi, hein. Donc on est dans un monde où probablement il n'y a plus pour l'instant de récession. Alors, un tout petit mot sur la Chine à ce stade, parce que là je parlais des grands pays de l'OCDE. La Chine, c'est une économie assez différente. C'est une économie qui souffre énormément. Je crois qu'il faut se rendre compte que la Chine ne va pas très bien. Et vous savez par ailleurs que les chiffres qui sont publiés par les Chinois sont parfois assez particuliers. Alors c'est que la CIA ne regarde qu'une seule chose en Chine, qui est la croissance de la consommation d'électricité. Donc là, si vous regardez la ligne qui est violette foncé, c'est la consommation d'électricité des Chinois. Et en général, la consommation d'électricité augmente à peu près comme le produit intérieur brut de la Chine. C'est assez dur d'avoir de la croissance sans consommer plus de courant. Et vous voyez qu'aujourd'hui, alors au début de 2018, vous voyez, on était à 9-10%, et le gouvernement chinois disait que la croissance du pays était de 7%. Aujourd'hui, on est entre 2 et 3, et le gouvernement chinois nous dit que la croissance du pays est de 6,3. Évidemment, la Chine n'a pas du tout 6,3 de croissance. La croissance de la Chine est probablement entre 2 et 3% et pas plus, ce qui est un gros problème, hein, évidemment, pour la Chine, et il commence à créer des problèmes d'emploi, d'ailleurs, en Chine, hein, il y a du chômage, etc. Et alors, d'où est-ce que ça vient ? Ça vient d'une transition extrêmement violente de l'économie chinoise qui perd sa vieille industrie. Et c'était la vieille industrie en Chine qui faisait l'essentiel de la croissance forte. Hein. Regardez par exemple l'industrie textile, hein, vous voyez en bleu clair, elle avait des taux de croissance qui étaient de 15-20%, hein, aujourd'hui c'est 0. Si vous prenez en violet les voitures, hein, il y a des taux de croissance qui sont aujourd'hui négatifs. Si vous prenez la ligne bleu clair, c'est les frigidaires, les climatiseurs, les télés, tous ces trucs-là. Vous voyez, on était à des croissances de 25% par an, aujourd'hui on est à 0, etc. Donc cette vieille industrie souffre énormément en Chine, et ça représente quand même un tiers de l'économie chinoise, hein, et un tiers des emplois.
Et pourquoi cette vieille industrie souffre? Un, parce que la Chine n'est plus un pays où on peut fabriquer de façon concurrentielle, et c'est bien. Et donc toute cette vieille industrie se délocalise dans des pays où les coûts salariaux sont plus faibles qu'en Chine, au Vietnam, aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande, etc., en Pakistan. Et deux, évidemment, cette vieille industrie est affectée par les normes environnementales. Le gouvernement chinois prend très sérieusement les problèmes d'environnement et donc ferme des usines sidérurgiques pas propres, des mines de charbon. Donc il y a vraiment est en train de passer extrêmement vite à la voiture électrique. Donc ça crée des grands chocs dans l'industrie traditionnelle chinoise. Voilà, donc c'est essentiellement ça, plus le vieillissement. Déjà maintenant, la population en âge de travailler diminue en Chine, avec l'enfant unique. Alors, il n'y a jamais eu vraiment d'enfant unique, mais il y a eu 1,3 enfant par famille. Et aujourd'hui, chaque fois qu'il part 2 Chinois à la retraite, il ne rentre que 1,3 Chinois sur le marché du travail. Alors le gouvernement a levé l'enfant unique. Enfin, il va falloir 25 ans pour voir les effets sur le marché du travail. Et donc on a aussi évidemment quelque chose qui contracte l'économie, qui est le vieillissement. Donc la Chine ne va pas bien. Et on a un gouvernement chinois qui a une espèce d'engagement à fournir une croissance forte, qui est l'espèce de deal implicite entre Xi Jinping et la population, avec les jeunes Chinois, qui est: vous n'avez aucune liberté politique, je vous mesure votre score social et je sais exactement à chaque seconde de la journée où est-ce que vous êtes, mais en échange, vous avez la prospérité économique et les salaires augmentent vite. S'il n'y a plus de croissance en Chine, on sait qu'il y aura un problème politique important. Et donc Xi Jinping a cette volonté absolue de faire repartir la croissance de la Chine. C'est pour ça, revenons sur les propos de Jean, c'est assez improbable que Xi Jinping se lance dans une vraie guerre commerciale ou autre avec les États-Unis, parce qu'elle serait extrêmement coûteuse en termes de croissance. Les États-Unis, si les États-Unis mettaient des droits de douane sur l'ensemble des produits chinois, évidemment, il y aurait une chute considérable de la production en Chine. Il y a Huawei qui a commencé vraiment à inquiéter les Chinois. Si les Américains commencent à faire ça avec d'autres entreprises, on va avoir d'énormes problèmes. Donc moi, je crois que Xi Jinping est dans une position relativement faible. Les deux administrations sont en train de travailler sur un traité, c'est sino-américain, qui traiterait d'un grand nombre de questions, du commerce, mais aussi de l'accès au marché, du respect de la propriété intellectuelle, des brevets, etc. Et on a plutôt l'impression qu'on va sortir avec une espèce de compromis plutôt favorable à Trump, de cette relation entre la Chine et les États-Unis, puisque à nouveau, Xi Jinping, je ne crois pas qu'il peut prendre le risque de faire quelque chose qui freinerait encore plus la croissance de la Chine dans cette situation. Voilà, donc on verra dans les prochains jours, puisque les choses vont sans doute être relativement rapides. Donc voilà mon premier point, donc je résume en une phrase. On n'est plus du tout dans les mêmes économies, quoi. Des économies sans inflation et où les taux d'intérêt ne montent jamais, perdent cette espèce de cycle naturel qu'on avait, où il y avait des récessions, les taux baissaient, ça repartait. Comme le chômage baissait, l'inflation revenait, et comme l'inflation revenait, les taux d'intérêt montaient, et là ça arrêtait la croissance, et on avait une autre récession, et là on baissait les taux et ça repartait. Ça fait quand même 70 ans qu'on fait ça, c'est des cycles qui faisaient 7-8 ans, et tous les 7-8 ans il y avait cette récession liée à la hausse des taux, là il n'y a plus de hausse des taux. Et donc c'est vraiment un monde, pour les économistes, qui est extrêmement différent. Alors, deuxième sujet, évidemment qui est central dans cette... Je saute plein de trucs, mais vous aurez le droit de poser des questions, j'imagine. Donc, je vais parler des banques centrales. Puisqu'évidemment, les banques centrales sont confrontées à cette économie radicalement nouvelle. Depuis le début des années 80, les banques centrales avaient décidé d'avoir comme politique la stabilisation de l'inflation. Pratiquement toutes les banques centrales ont l'objectif que l'inflation doit être de 2%. Et quand c'était mis en place, l'idée c'était qu'il ne fallait pas que l'inflation soit de plus de 2%. Et donc on a eu des politiques, ce qui explique ce que j'ai raconté avant, quand l'inflation montait, on montait les taux d'intérêt, et ça ralentissait les économies. Et puis l'inflation disparaît, et les banques centrales d'abord n'y ont pas cru. La Banque Centrale Européenne, depuis maintenant 4 ou 5 ans, nous annonce le retour de l'inflation pour l'année suivante.
Et tous les ans, elle décale d'un an, pour vous, hein, et l'année suivante, l'inflation ne revient pas. Donc on a une situation différente. Et cette situation différente permet maintenant aux banques centrales, puisqu'elles ont gardé des objectifs d'inflation, elles n'ont pas changé d'objectif, et que l'inflation reste naturellement en dessous de 2%, même quand on est au plein emploi. L'inflation est à 0 au Japon, elle est à 1 en Europe, elle est à 1,4 aux États-Unis, elle n'atteint pas 2%. Donc les banques centrales ont d'abord ajusté leurs objectifs en disant 2%, c'est pas un minimum, c'est un objectif, donc il ne faut pas non plus qu'on soit en dessous. Hein, donc si on est en dessous, il faut qu'on fasse remonter l'inflation. Pas du tout comme ça que c'était conçu au début des années 80, bien sûr. Hein. Et maintenant, je dirais un mot de ce que je pense qu'elles font, qui n'est pas très clair, mais comme l'inflation reste très en dessous de 2% spontanément, elles considèrent qu'elles ont une totale liberté pour faire une politique monétaire ultra expansionniste. Donc le Japon a mis depuis 20 ans les taux d'intérêt à 0. J'expliquerai comment dans une seconde. La BCE a des taux d'intérêt à 0 et nous dit qu'elle va les baisser. La Réserve fédérale avait commencé à monter ses taux d'intérêt, ils sont à 2,50, mais elle nous dit qu'elle va les baisser, et peut-être beaucoup, hein, donc elle va redescendre. Et la Suède a un taux d'intérêt de la Banque centrale qui est à moins 0,75%, etc. Non, moins 0,50, la Suisse moins 0,75, etc., etc. Donc on a quelque chose de systématique aujourd'hui, qui est des banques centrales qui convergent, en fait, la Réserve fédérale sans doute va aller vers ce groupe, vers un modèle où les taux d'intérêt sont à 0. Alors, et avec beaucoup de bonne foi, puisque comme il n'y a pas d'inflation, elles disent il faut que je contribue à faire remonter l'inflation, donc je maintiens les taux d'intérêt à 0. Alors je trouve que ce qu'elles font est quand même extrêmement dangereux, extrêmement léger. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire les économies sont très différentes et l'inflation ne revenant pas, donc il n'y a plus de sens à avoir l'objectif de ramener l'inflation à 2 parce qu'on ne va pas y arriver, et on peut garder les taux d'intérêt à 0 jusqu'à la fin des temps, l'inflation sera toujours en dessous de 2%. Et donc il faut réfléchir à un autre objectif pour la politique monétaire. Il faut comprendre que contrôler l'inflation, en fait, ça s'est fait dans une période très courte de temps. C'est depuis le début des années 80, parce qu'on a été, tout le monde avait été très choqué par la très grande inflation qui avait suivi les chocs pétroliers de la fin des années 70. Les banques centrales, avant, ne s'occupaient pas de l'inflation. Avant, elles avaient été créées, d'ailleurs les banques centrales, au cours du 18e, 19e siècle, pour donner une quantité de monnaie à peu près convenable pour le fonctionnement de l'économie. Il n'y avait pas du tout pour stabiliser les prix. Donc ça fait quand même que 40 ans qu'elles font ça, donc on pourrait décider que c'est une parenthèse de l'histoire, liée à une parenthèse inflationniste, et que maintenant on fait autre chose. Mais elles ne font pas ça, en tout cas pour l'instant, et donc elles gardent leur objectif d'inflation, et en conséquence, elles mettent les taux à 0. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes qui travaillent aujourd'hui sur les dangers des taux d'intérêt 0. Ce qui est assez étonnant, c'est que les banques centrales, quand vous leur parlez, n'ont pas l'air du tout inquiètes. Elles considèrent que avoir des taux d'intérêt de 0, et je dirai dans une seconde comment on fait ça, en régime de croisière, n'est pas quelque chose qui est particulièrement dangereux. Alors comment est-ce qu'on fait des taux d'intérêt de 0 ? Il faut acheter il faut acheter des obligations. Quand vous achetez, les banques centrales achètent en général des dettes publiques et elles payent en créant de la monnaie. Alors vous voyez en haut la quantité de monnaie qui a été créée par les banques centrales. Donc il y a 20 ans, on avait à peu près 2000 milliards de dollars de monnaie en circulation dans le monde. Et aujourd'hui, on a 24 000 milliards de dollars. Donc il y a 12 fois plus de monnaie qu'il y a 20 ans. Et parce que évidemment, pour faire mettre les taux à 0, il faut acheter des obligations. Quand vous achetez des obligations, ça fait monter le prix des obligations, donc ça fait baisser les taux. Qui n'ont pas suivi le cours finance de Jean Matouk dans la salle. Et donc, pour avoir des taux 0, il faut acheter beaucoup d'obligations, donc il faut créer beaucoup de monnaie. Donc on a multiplié par 12 la quantité de monnaie. Alors, est-ce que ceci est dangereux ? Il y a beaucoup de travaux, y compris venant d'ailleurs de milieux proches des banques centrales, qui disent que ceci va fabriquer ce qu'on appelle des bulles sur les prix des actifs, et par exemple sur les prix de l'immobilier. Regardez les prix de l'immobilier aux États-Unis,
Donc vous voyez la hausse, et puis la grande crise des subprimes, et puis vous voyez que c'est reparti, quoi. Je veux dire, évidemment, les taux d'intérêt sont de zéro, donc c'est quand même assez pratique d'acheter de l'immobilier en s'endettant. Ça peut être des bulles sur plein d'autres choses. Hein. On dit qu'il y a des bulles, par exemple, sur tous les équipements pour les énergies renouvelables, hein, la valeur des champs d'éoliennes, etc., qui sont des bulles, parce que tous les investisseurs veulent acheter de la production d'énergie renouvelable. Ceci peut provoquer de très grands mouvements des capitaux, parce que quand vous avez énormément de liquidités en circulation, cette liquidité va pouvoir bouger d'une monnaie à l'autre, hein, donc vous allez faire d'énormes flux de capitaux qui circulent de façon erratique, et ceci déstabilise complètement les pays émergents, par exemple, qui tantôt reçoivent des capitaux, tantôt les perdent, puis les reçoivent à nouveau, etc. Et puis, ça a fabriqué une catégorie d'entreprises assez particulière qu'on a décidé d'appeler les zombies, qui sont des entreprises qui ne survivent que parce que les taux d'intérêt sont de zéro. Donc c'est des entreprises complètement inefficaces, qui ne se sont pas modernisées, qui n'ont pas investi, mais qui ne meurent pas parce qu'elles sont endettées et elles payent zéro sur leurs dettes. Et comme ces entreprises survivent, on n'a plus de progrès technique puisque on ne transforme pas ces entreprises en d'autres entreprises plus efficaces. Vous connaissez Schumpeter, on a tué le Schumpeterien en faisant survivre les zombies. Il y a en Europe 15%, d'après l'estimation qu'on a, d'entreprises zombies, hein, et 20% en Italie. 20% d'entreprises qui ne devraient plus être là, qui n'ont rien fait pour survivre, mais qui survivent quand même, ce qui évidemment bloque le progrès technique. Donc les taux zéro, ça a quand même beaucoup d'inconvénients, et ceci, évidemment, c'est un débat qui est difficile avec les banques centrales, puisqu'elles se réfugient derrière le mandat de lutte contre l'inflation. Non, c'est plus un mandat de lutte contre l'inflation, le mandat d'inflation. Donc quand vous parlez aux responsables de la Banque Centrale Européenne en leur disant quand même tout ça est quand même dangereux, quoi. Vous créez une quantité de liquidité incroyable qui circule d'un endroit à l'autre, vous allez faire monter les prix de l'immobilier jusqu'au ciel, tout le monde peut s'endetter à zéro, quoi. Je veux dire, vous voyez les dangers que ça peut représenter. Ils disent, bah oui, mais enfin l'inflation est à 1, elle devrait être à 2. Alors est-ce qu'ils pensent vraiment ça? Est-ce que vraiment leur vrai objectif c'est de ramener l'inflation à 2? Ou est-ce que c'est un prétexte pour faire autre chose? Est-ce que simplement ils ne poussent pas l'économie le plus qu'ils peuvent? Et je vais y venir dans mon troisième point, est-ce qu'ils ne rendent pas, on le disait avant, les États solvables? Est-ce que l'objectif c'est pas de solvabiliser les États? Okay. Et Benoît Cœuré, qui est le français de la VCE, qui de temps en temps a des éclairs de transparence, donc a posé la question, quand même Benoît, que je connais depuis tout petit, Benoît, quand même, c'est dangereux, quoi. Je veux dire, vous faites un truc, là, est-ce que c'est bien réfléchi? Il m'a répondu, est-ce que tu veux des Salvini partout? Hein, donc, une des possibilités, c'est que c'est de la politique pure. Donc, on pousse l'économie, on aide les entreprises à créer des emplois, on rend les États solvables alors même qu'ils ne devraient pas l'être, et donc peut-être on évite le populisme, quoi. C'est une question aussi qui est posée. Conclusion de ce second point, quand même, c'est inquiétant, quoi, je veux dire. Hein. Quand vous voyez ça, quoi, je veux dire, quand vous voyez les prix de l'immobilier qui montent, la liquidité en circulation qui augmente, le fait qu'on peut s'endetter à 0% pour faire n'importe quoi, voilà. Et évidemment, tout ça inquiète, quoi, je dirais. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment confus, hein, qui est qu'on va avoir une crise financière pire que la précédente, parce qu'il y a plus d'endettement qu'avant, qu'il y a plus de monnaie qu'avant, que les taux d'intérêt sont plus bas qu'avant, donc on devrait avoir toutes les conditions pour que ça soit pire. Alors ceci donc m'amène assez directement à mon troisième point, qui est, et après je répondrai quand même à la question de genre sur le populisme, mais ça va venir très naturellement, tu vas voir, qui est, quelle est la crise qui vient, je veux dire, quelle est la crise qui vient. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a une crise qui est là depuis 20 ans ou 25 ans et dont on parle pas assez et très peu, qui est la crise des émergents. Hein. Et d'où elle vient, la crise des émergents? Elle vient de ce que j'évoquais à l'instant, elle vient que dans ce monde avec des montagnes de liquidités, les capitaux, de temps en temps, vont vers les émergents, de temps en temps sortent, et ce que vous voyez en violet, c'est les flux de capitaux vers les pays émergents. Donc quand c'est positif, c'est que les capitaux vont dans les émergents, quand c'est négatif, c'est qu'ils en sortent. Et vous voyez, ça sort, ça rentre, c'est au gré des anticipations ou des perceptions des investisseurs et pour des montants de plus en plus importants. Et ça, depuis le milieu des années 90,
la crise du Mexique en 1994, après la grande crise de 1998 où on a la Corée, la Thaïlande, le Brésil, la Russie, puis la Turquie, et puis après, à nouveau, une crise en 2008, et puis aujourd'hui, la Turquie, l'Argentine, aujourd'hui l'Afrique du Sud. Bon, le Venezuela, c'est un peu, le Venezuela, c'est un type un peu particulier. Mais voilà, et déstabilisation depuis 25 ans des économies de ces pays. Prenez le Brésil, en 2012, il fallait 2 réals pour acheter $1. En 2017, il en faut 4,5. Il n'y a aucune économie qui résiste à des mouvements de taux de change de ce niveau-là, qui sont dus simplement au mouvement de capitaux dans tous les sens. Donc on a une crise des émergents depuis 20 ans, et chaque crise des émergents est plus violente que la précédente, puisque les capitaux qui peuvent se promener sont de plus en plus grande taille. Donc il ne faut pas oublier ça. On parle parfois de nos crises à nous dans l'OCDE, mais ça fait 25 ans que nous avons mis le monde émergent en crise à répétition. Alors, à part quelques pays qui sont particulièrement robustes ou qui n'ont pas besoin de s'endetter ou qui ont des excédents extérieurs, par exemple la Corée, mais c'est depuis, sauf en 1998, la plupart des pays émergents sont extraordinairement déstabilisés par cet environnement de volatilité financière. Dans le reste, le grand sujet, évidemment aujourd'hui, ce sont les dettes publiques de l'OCDE. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années? Comme les taux d'intérêt étaient très bas, les gouvernements, évidemment, ont eu une très très forte incitation à s'endetter. Et donc, vous voyez, alors il y a des exceptions. Donc, vous voyez ici le taux d'endettement public des pays de l'OCDE. Donc, en bas, vous avez les Allemands et les Hollandais qui se désendettent. L'endettement public en Allemagne diminue. Au rythme actuel, dans 30 ans, l'Allemagne n'aura plus du tout de dette publique. Et puis, vous avez la norme. Ensuite, vous avez les pays extravagants en haut. Vous avez le Japon en haut, puis la Grèce. Et puis, le paquet de pays, vous voyez, a des taux d'endettement public qui sont entre 90 et 130% du produit intérieur brut, alors qu'il y a une vingtaine d'années, on était entre 40 et 60. Donc, en gros, on a plus que doublé la taille des dettes publiques. Évidemment, c'est tentant. Prenez un exemple récent, Emmanuel Macron et les Gilets jaunes. Comment vous arrêtez la crise des Gilets jaunes? Vous faites 20 milliards d'euros de déficit public pour augmenter la prime d'activité et baisser les impôts, financé par l'endettement à 0%. C'est quand même trop tentant. D'arrêter la crise des Gilets jaunes, tant que les taux d'intérêt sont de 0, ça ne coûte rien. On s'endette à 0. Évidemment, c'est trop tentant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Des gouvernements qui, pour certains d'entre eux, les États-Unis, la France, l'Italie veulent soutenir le consommateur, donc transférer de l'argent aux ménages. Des gouvernements qui, par ailleurs, ont des besoins sérieux d'investissement public, la transition énergétique, la formation, le soutien des entreprises dans les énergies du futur. Regardez tout le débat sur la batterie en Europe, par exemple sur les batteries électriques. Et une pression des opinions pour baisser les impôts et des taux de 0. C'est trop tentant, quoi. Donc ils vont tous y aller. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on va lâcher, à part en Allemagne, où il y a une résistance farouche contre ça. Alors lisez la constitution allemande de 1949, que les Allemands appellent la loi fondamentale. Il y a un paragraphe entier qui explique qu'il est inconstitutionnel d'avoir un déficit public. Là, c'est le traumatisme de l'hyperinflation. Donc les Allemands et les Hollandais qui suivent les Allemands ne sont pas dans le même camp, mais dans tous les autres pays, c'est trop tentant pour les dirigeants. Je veux dire, vous pouvez financer à 0% tout ce que demande la population, plus les trucs intelligents qu'il faut faire par ailleurs. Et donc, l'endettement public des pays, il va continuer à augmenter. Il ne faut pas se faire la moindre illusion. Et on commence même à le théoriser. Alors, je ne sais pas si vous suivez ça. Partie des États-Unis, il y a une nouvelle théorie qui a fait des ravages et qui s'appelle la théorie monétaire moderne. On va faire brancher, on dit MMT, c'est Modern Monetary Theory. Donc ça a été inventé par une jeune prof d'éco qui s'appelle Stephanie Kelton, qui enseigne l'éco dans une fac qui était connue que pour le basketball. Et alors la théorie MMT, c'est très simple, c'est le gouvernement fait absolument le déficit public qu'il a envie de faire, et 2, la Banque centrale finance ce déficit en créant de la monnaie pour éviter de faire monter les taux d'intérêt. Et voilà. Alors ça rend fou les économistes, y compris de gauche américains comme Krugman ou Summers, qui
disent mais c'est n'importe quoi, on ne va pas avoir jusqu'à la fin des temps la dette publique qui fait ça et la quantité de monnaie qui fait ça, et Kelton elle dit ben si. Voilà. Et en fait, c'est ce qui est en train de se produire. Et après la crise de 2008-2009, on fait d'énormes déficits publics, puis à partir de 2012-2013, on se dit qu'il faudrait peut-être un peu calmer les choses, donc on réduit les déficits publics, et là, à nouveau, on les réaugmente. Et en fait, tout le monde est en train de passer à MMT. Trump, Macron, Salvini, ça fait 20 ans que les Japonais font ça, faire du déficit public financé par la création monétaire. Alors, et donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit avant, c'est quand même probablement dangereux. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se termine? Tant que les taux d'intérêt sont de zéro, il ne se passe rien. C'est mon point du début. Vous pouvez avoir toutes les dettes que vous voulez, si vous payez zéro, il faut comprendre ce que c'est des taux d'intérêt de zéro. Quand vous avez trop de dettes, pour être solvable, il faut lever un impôt pour vous resolvabiliser l'État. Dans le temps, c'était la taxe inflationniste. Donc on faisait de l'inflation, qui est un impôt sur la détention de monnaie. La monnaie rapporte zéro. Et puis on ne sait plus faire d'inflation. Bon. Après, on a fait des vrais impôts. On a monté les impôts directs, les cotisations sociales. Et ça, on l'a fait beaucoup après la crise, et on ne veut plus le faire. Au contraire, il y a une demande des opinions partout pour baisser les impôts. Qu'est-ce qu'on fait? On taxe les épargnants. Les taux d'intérêt à zéro, c'est une taxation des épargnants. Votre contrat d'assurance vie, bientôt, rapportera zéro. Et donc, on pense que c'est une taxe indolore. D'abord, les épargnants sont vieux, donc ils n'iront pas mettre des gilets jaunes. Et puis, c'est une taxe lente, quoi. Je veux dire, ça se fait sur beaucoup d'années. Et donc, voilà. Donc, faut pas croire que c'est indolore. Stephanie Kelton, les taux d'intérêt zéro, ce qu'on a aujourd'hui. La France, aujourd'hui, avait un taux d'intérêt à 10 ans de moins 1 point de base, c'est-à-dire 1/100 de %. Et bien, les taux d'intérêt zéro, c'est une taxe sur les détenteurs d'obligations, c'est-à-dire essentiellement en France, sur livret A et l'assurance vie. C'est une taxe, quoi. Je veux dire, simplement, c'est une taxe dont on considère qu'elle est moins pénible que les vraies taxes, ou alors qu'elle touche une catégorie de la population qui se débat moins. Alors, comment ce truc-là se termine? Il y a deux solutions, c'est-à-dire, soit l'inflation reste extrêmement faible très longtemps, et cette inflation extrêmement faible très longtemps maintient des taux d'intérêt à zéro, et ce qui casse à ce moment-là, c'est un déséquilibre financier. C'est qu'on fait une énorme bulle immobilière qui explose avec une crise très grave induite, c'est que, voilà, c'est un déséquilibre financier venant du maintien de taux d'intérêt à zéro et donc d'une capacité à s'endetter continuelle qui à un certain moment explose, même si les taux d'intérêt ne montent pas. À un certain moment, si les prix des maisons vont jusqu'au ciel, il y a une crise, quoi. Donc ça, c'est possibilité 1. Possibilité 2, qui est sans doute pire en termes de gravité de la crise, c'est le retour de l'inflation. Si l'inflation revient, alors là, les banques centrales seront contraintes par leur mandat de monter les taux d'intérêt, et les taux d'intérêt plus élevés s'appliqueront à des dettes qui ont été contractées à 0%. Donc à la fois un énorme problème pour les emprunteurs et un énorme problème pour les prêteurs, tous ceux qui ont acheté des obligations payant rien et dont la valeur s'effondre. Et donc il y a une question centrale si on veut discuter de la crise qui peut-être vient, c'est est-ce que l'inflation peut revenir? Et avec ce qu'on a dit au début, vous voyez que c'est la même question que est-ce qu'on va changer les fonctionnements des marchés du travail? Est-ce qu'on va revenir à des marchés du travail des années comme on avait dans les années 60, 70, 80, où les salariés obtenaient des hausses de salaire fortes quand ça allait bien, ce qui faisait de l'inflation et faisait monter les taux. Pour ça, évidemment, il faudrait réglementer les marchés du travail. Est-ce que ça peut se produire? La réponse est oui. Et là, j'en reviens sur les États-Unis. Tu racontais très bien l'histoire de Trump. Le problème de Trump, c'est que les gens qui croient être soutenus par Trump, c'est-à-dire les paysans, les salariés des vieilles industries, du charbon, de l'acier, etc., les salariés du pétrole, etc., ne sont pas du tout soutenus par Trump, puisque leur salaire continue à ne pas augmenter. Les 40% d'Américains en bas de l'échelle des revenus, qui votent Trump, enfin qui ont voté Trump, ont le même pouvoir d'achat aujourd'hui qu'en 1990, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, alors que le PIB a doublé aux États-Unis sur cette période de temps.
Hein. Et alors que les 5% d'Américains en haut de l'échelle de revenus ont eu leur revenu qui a augmenté de 105, leur pouvoir d'achat qui a augmenté de 158% sur la même période de temps. Et ces 40% d'Américains qui sont les petits blancs dont tu parlais, ont très largement voté pour Trump. C'est complètement déraisonnable. Donc on se dit que dans une démocratie, un jour, ils voteront pour un démocrate de gauche. Peut-être pas le prochain coup, mais sans doute le coup d'après. Si Bernie Sanders gagnait, ce qui ne sera sans doute pas le cas, les élections présidentielles l'année prochaine, il a dit qu'il doublerait le salaire minimum aux États-Unis en le passant à $15 l'heure. Si vous doublez le salaire minimum, l'inflation revient, la Réserve fédérale monte les taux et c'est fini des taux zéro. Il y aura peut-être des élections générales au Royaume-Uni cet été, parce que ça va être quand même un grand bazar, avec l'élection de l'autre illuminé, là. Et si le Labour, ce qui n'est pas non plus dans les sondages, gagnait les élections, Corbyn a dit qu'il augmenterait massivement le salaire minimum et l'inflation revient en Angleterre, etc. Donc moi je pense qu'à un certain moment, on sortira des politiques néolibérales des marchés du travail dans des démocraties, où ces politiques sont mauvaises pour une majorité des gens qui finiront bien par voter pour les partis qui recommandent de sortir des politiques néolibérales du marché du travail. Je ne prends pas position normative, je sais pas, ces politiques ont eu d'autres avantages, elles ont quand même soutenu les entreprises, elles permettent de créer plus d'emplois, enfin elles sont factuellement défavorables pour une partie très importante de la population. Et donc, ça serait la fin de cette période de salaire faible, donc la fin de cette période d'inflation faible, donc la remontée des taux, et une crise épouvantable, parce que si vous appliquez une forte remontée des taux d'intérêt à des portefeuilles de créances à 0%, vous avez un choc insupportable. Donc il y aura plein de gens qui feront faillite, il y a plein de gens qui feront des pertes extraordinaires sur leur portefeuille d'actifs financiers, et c'est quand même probablement ça qui va se passer. Donc Trump, et je finis sur Trump, ce qui est quand même assez extraordinaire chez Trump, c'est que les Américains sont et tu as raison, c'est probablement le motif religieux l'emporte. Parce que le motif économique ne peut pas expliquer le vote Trump. Les paysans américains souffrent considérablement des rétorsions chinoises, par exemple. Les Chinois ont arrêté d'acheter des produits agricoles américains. Il y a une énorme crise dans l'agriculture américaine. Les salariés de l'automobile souffrent énormément des droits de douane sur l'acier et l'aluminium qui ont augmenté les prix de fabrication des voitures, qui crée une crise du secteur automobile. Donc aux États-Unis, un nombre très important de personnes qui soutiennent Trump sont pénalisées par les politiques de Trump. Et évidemment, et je ne parle pas de la politique salariale et de la politique fiscale, et ce qui a été baissé, c'est les impôts des entreprises et les impôts des Américains les plus riches. Et en même temps, on a commencé à casser le système d'assurance santé pour les plus pauvres. Donc honnêtement, c'est dur de croire que le motif religieux, à un certain moment, suffira pour que les Américains continuent à voter pour un républicain, un nationaliste bizarre. Voilà. Donc moi je pense qu'il y aura une fin politique à l'histoire des taux zéro, qui est le retour d'un pouvoir de négociation plus élevé des salariés, ramenant des hausses de salaire plus fortes. L'inflation, c'est une façon de résoudre des conflits sociaux. Quand vous avez des syndicats forts, ils obtiennent des hausses de salaire fortes, et les entreprises, pour se défendre, montent leurs prix. Donc l'inflation révèle les conflits de répartition, comme on disait chez les marxistes des années 60. Et quand il n'y a plus de conflits de répartition, parce que les salariés ne peuvent plus se défendre, il n'y a plus d'inflation. Si les conflits de répartition reviennent, l'inflation viendra. Et si l'inflation revient, on sera à nouveau dans un monde qui ressemblera au monde qu'on connaissait dans les années 60, 70, 80, et qui est radicalement différent, je crois que je l'ai montré, du monde d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fait 43 minutes et tu m'en avais donné 42-30, donc je m'arrête, et je suis à vous. Alors, deux remarques. T'es vraiment le meilleur d'entre nous. À part toi. Non. Deuxièmement, si c'est la réponse que t'as fait, Benoît, et peut-être un peu Benoît Cœuré, qui est le représentant principal des Français au conseil d'administration de la BCE, et qui va peut-être être le prochain président de la BCE. Il va essayer. Et sur les rangs, en tout cas. Et si on n'arrive pas à avoir le candidat qu'on veut à la Commission et au Parlement européen, peut-être que Benoît Cœuré sera élu président. Mais la troisième chose que je voudrais dire,
avant de passer la parole à la salle, c'est que tout changement dans nos pays d'Europe ne peut se faire qu'ensemble, au niveau européen. Aucun autre pays... Pourquoi est-ce que les Français sont amenés aujourd'hui, comme tu l'as fort bien décrit, à des politiques restrictives, notamment en matière de droit du travail? C'est tout simplement parce que les autres pays, comme tu as cité, les pays scandinaves, l'Allemagne, etc., ont fait ces réformes, notamment l'Allemagne, dans les années 2000, et que c'est pour résister à leur concurrence qu'on a fait ça. Et tout changement qui va se produire, comme tu l'as bien dit, ne peut se produire qu'au niveau de l'Europe pour les pays européens. Je peux répondre? Ah, bien sûr. Oui, je ne voulais pas parler de tout, hein, mais bon. Faut pas non plus prendre une position extrémiste disant que toutes les déréglementations des marchés du travail sont mauvaises. Quand Thatcher arrive en Angleterre, il y a une clause de close shop, hein, c'est-à-dire que pour avoir un emploi dans une entreprise, il faut être syndiqué, qui arrive à des situations où il y a deux syndicalistes qui font rien, qui regardent le troisième qui bosse, quoi. Et absence complète de croissance et de progrès en Angleterre, de très grandes grèves extrêmement dures. Donc, donc la difficulté dans les déréglementations du marché du travail, c'est de faire les choses utiles et de ne pas faire de bêtises, quoi, je veux dire. Donc je pense par exemple, je peux prendre un exemple très récent qui est la réforme de l'assurance chômage de la semaine dernière en France. Je approuve totalement le bonus-malus. Je pense que c'est quelque chose que tous les économistes demandaient. Donc une entreprise qui licencie souvent contribue à supporter les coûts de ses licenciements. Personne ne débat de ça. On voit aussi qu'on est passé d'une indemnisation sur une base qui était aujourd'hui une base de rémunération quotidienne à une base de rémunération mensuelle. Et vous aviez fabriqué dans le marché du travail français une catégorie de salariés qui avaient des façons de travailler incroyables, travailler une semaine de chômage, retravailler une semaine de chômage, en utilisant le fait que les indemnités étaient calculées sur le revenu des jours travaillés. Donc des espèces on avait décidé d'appeler ça la permittence. Comment vous formez un salarié qui est là une semaine sur deux et qui l'autre semaine est au chômage, et qui en plus est au chômage payé par ses copains salariés qui n'ont pas ces contrats-là, parce que c'est l'UNEDIC qui paye. Donc ça, c'est bien d'avoir nettoyé ça. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il était utile de passer à 6 mois le temps nécessaire pour avoir une indemnisation, quoi. Voilà, donc il faut faire le tri, mais il ne faudrait pas non plus penser que tout a été horrible dans la déréglementation du marché du travail. Bon, alors, question, je pense qu'il y en a. Mais, Georgina Dufort. Moi, d'abord, je vous remercie parce que c'est tellement clair ce que vous dites qu'on a l'impression qu'on comprend tout et c'est bien confortable et bien agréable. Ceci dit, dans cet extraordinaire changement économique, comment est-ce que sera accueillie l'initiative de Facebook et de la fondation Facebook qui voudrait créer une monnaie appelée Libra avec énormément de gens? C'est frappant, enfin, la masse de ceux qui accompagnent Facebook est tout à fait étonnant. Donc je me demandais comment vous accueilleriez, comment vous pensez que l'économie accueillera cette initiative. Il y a l'aspect technologique qui est la blockchain. Et la blockchain, c'est pas central dans le projet de Facebook. Ma banque vend aux entreprises des moyens de paiement donc, sur la blockchain. Quoi, je veux dire, donc la blockchain, ça existe. C'est assez banalisé. Tout le crédit export aujourd'hui est fait sur la blockchain. Enfin, donc c'est des trucs. Non, c'est pas la technologie. Le truc central, c'est que c'est une monnaie privée. Quoi. Scottish Banking, pour ceux qui ont là, c'est une monnaie privée. Et donc, il y aura une institution privée qui va émettre de la monnaie. Et c'est vraiment une monnaie avec une banque centrale. Quoi. Il y a une banque centrale qui va émettre le Libra. Si vous voulez acheter, vous, des Libras, vous allez donner des euros. Et cette banque centrale placera ces euros. Elle achètera sans doute des dettes publiques de la zone euro. Donc elle aura des réserves c'est des talons or, quoi. Donc il y aura, à l'actif de la Banque centrale, il y aura des euros, des dollars, tout ce que vous voulez. Au passif de la Banque centrale, il y aura des Libras. Comme dans le temps, les banques centrales mettaient de la monnaie en échange du stock d'or qu'elles avaient. Donc cette Banque centrale émettra une monnaie privée, gagée, bâtie sur des réserves en devises. Donc il y a une monnaie de plus dans le monde. Alors si on reste là, je pense que c'est pas très dangereux. Parce que si on fait que ça, il n'y a pas de création monétaire en réalité. C'est-à-dire qu'il y a du Libra,
mais vous achetez du Libra, mais vous rendez votre euro, quoi. Et cet euro, il est stérilisé, puisqu'il est placé en réserve par la... On ne peut pas croire que Zuckerberg a envie de faire que ça, créer une monnaie de plus. Donc évidemment, à un certain moment, il va sûrement avoir envie de créer de la monnaie. Pour créer de la monnaie, il faut qu'il sorte du modèle, il faut qu'il ne mette plus en réserve la totalité de ce qu'on lui apporte. C'est-à-dire, si vous achetez, supposez qu'un Libra ça vaut 1 euro, si vous achetez 100 Libras, vous donnez 100 euros, s'il met en réserve les 100 euros, il ne se passe rien. S'il met en réserve que 50 euros et qu'avec les 50 euros qui restent, il fait du crédit, là, vous commencez à faire de la création monétaire. Et donc, ce qu'a dit le gouvernement de la Banque de France aujourd'hui, c'est que tant que c'est une monnaie, il y en a plein de monnaies privées, hein. Il y a le Bitcoin, il y a toutes les monnaies locales, etc., de monnaies privées, il y en a plein. Donc si c'est une monnaie privée de plus, que vous achetez avec les vraies monnaies, en gros, il n'y a rien à dire. Le jour où cette institution se met à faire de la banque, à faire du crédit, alors là, ça devient extrêmement dangereux, parce que vous commencez à faire du crédit dans une monnaie qui est privée, qui n'est pas une monnaie publique. Donc la régulation sera celle qu'ils voudront. Donc il ne sera pas les... Donc, bon, ça se fera sans doute pas, parce que c'est inacceptable pour les banques centrales. C'est ce qu'a dit le roi de Galles aujourd'hui, en disant s'ils font du crédit, il faudra qu'ils soient réglementés comme une banque là où ils feront du crédit. Et donc ils tomberont, en fait ils reviendront dans le giron de la réglementation publique. Bon voilà, mais on ne sait pas ce que veut faire Zuckerberg, parce que juste émettre des Libras que les gens achètent en donnant des euros ou des dollars, ça ne va rien leur apporter, quoi. Comme il ne fait rien pour rien, donc on ne sait pas ce qu'il veut faire vraiment à la fin. Moi, j'ai une autre réflexion là-dessus, qui est de dire, ce qui rejoint le point d'avant, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade où il y a de plus en plus de gens qui commencent à se méfier des vraies monnaies, hein, en disant, tous ces gugus des banques centrales font n'importe quoi, avec la création monétaire, les taux zéro, je préfère acheter des bitcoins que d'avoir des dollars ou des euros ou des yens. Alors on n'en est pas là, parce que les encours de ces nouvelles monnaies sont tout petits. Hein. Est-ce qu'on ne commence pas à avoir un risque qui est le risque de fuite devant les monnaies, avec l'idée qu'elles sont mal gérées? Et quand vous regardez les créateurs de Bitcoin, c'était bien ça leur philosophie. Hein. C'était de dire qu'il faut une monnaie qui ne soit pas soumise au délire des banquiers centraux qui font n'importe quoi et qui ont laissé exploser la quantité de monnaie. Et est-ce que ça commence pas à venir, ça, hein, je veux dire, la demande d'une monnaie mieux gérée que les grandes monnaies officielles? Ok, autre question? Alors, oui, Madame Germelot. Moi, je voudrais vous poser une question à propos de l'Inde, puisque Narendra Modi avait proposé à son peuple véritablement une extraordinaire croissance sur le modèle de celle qui, semble-t-il, lui avait réussi dans sa région de prédilection. Il semble que l'Inde soit dans un état extrêmement grave sur le plan économique à l'heure actuelle. Qu'en pensez-vous? En termes de croissance, non. La croissance de l'Inde est très forte. Ce qui est plus inquiétant dans le modèle indien, c'est... je crois que le dernier chiffre, c'est 7,5 de croissance sur un an. Donc, non, la croissance de l'Inde est aujourd'hui extrêmement forte. Il y a énormément de problèmes environnementaux que vous connaissez, hein, pollution de la nappe phréatique, l'eau est contaminée à peu près partout. Enfin, moi, je vais souvent en Inde, c'est terrible. Vraiment, ça se dégrade continuellement. Hein. Les deux, dans le modèle indien, il y a aussi, peut-être héritage de la colonisation anglaise, l'idée que, alors peut-être Modi est un peu différent, mais enfin il ne se passe pas grand-chose quand même, que c'est pas tellement la peine que l'État s'occupe de construire des infrastructures. Hein, alors Modi a dit l'inverse, mais dans la vraie vie il ne se passe pas grand-chose. Donc vous avez un défaut incroyable, l'électricité coupe tout le temps, les trains sont catastrophiques, les autoroutes, n'en parlons pas, enfin, il y a un problème. Et puis 3, c'est un pays où il y a d'énormes problèmes de système éducatif, hein. Il y a un taux d'illettrisme qui reste extrêmement élevé, les petites filles vont pas à l'école, la moitié des petites filles ne vont pas à l'école, en fait. J'ai jamais réussi à croire, en tout cas ceux qui me disaient que l'Inde c'était le relais de croissance après la Chine. Quand la Chine s'arrête, ça va être le cas là parce que le vieillissement, que l'Inde va prendre le relais. Je ne vois pas comment on peut prendre le relais quand on n'a pas fait les efforts dans le système éducatif, la construction des infrastructures nécessaires,
que les problèmes d'environnement sont abominables, enfin, donc j'y crois pas. Les Indiens, en plus, sont au stade où une partie importante de la population achète des produits industriels et ils ne les fabriquent pas. Donc leur déficit extérieur est affreux parce qu'ils importent tout. Ils importent tous les produits industriels dont ils ont besoin. Moi, j'aime pas du tout le modèle économique de l'Inde. Je trouve que le modèle l'intérêt des pays communistes avant, il y a des ennuis, hein, parce que la Chine aujourd'hui, ça rigole pas, mais quand même, les gamins vont à l'école, les infrastructures sont bonnes, les enfants ne travaillent pas dans les usines, enfin, vous voyez, regardez le Vietnam, par exemple, et donc la Chine, hein, l'Inde, donc je ne crois pas une seconde que l'Inde n'aura pas un énorme problème qui arrêtera sa croissance. Je pense que ça va être extrêmement compliqué de continuer sur cette tendance-là. Après, il y a à nouveau l'environnement, l'éducation, le manque d'infrastructures, le manque d'énergie. Tu as dit tout à l'heure une chose à laquelle on est beaucoup d'accord, mais sans avoir approfondi. Pourquoi le Brexit et dans quelle mesure le Brexit va être une catastrophe pour la Grande-Bretagne? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que ce cinglé de Boris Johnson, quand il dit que ça va devenir le Singapour du monde, évidemment, il dit un gros mensonge comme il a fait en 2016. Mais qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Précise un peu ta pensée là-dessus. Déjà, si tu lis dans le Guardian l'interview de son patron quand il était journaliste à Bruxelles, ça fait peur. Tu avais lu ça, il dit c'est un crétin absolu. Il a quand même été maire. Alors comment il a été quand même maire de Londres? Oui, ouais. Mais il a construit des pistes cyclables, parce qu'il se déplace à vélo. Mais bon, non, mais le Brexit, si tu veux, le problème, c'est le rejet qu'il y a eu en Angleterre, c'est un rejet de l'immigration. Il faut quand même l'accepter. Il y a en Angleterre 3,5 millions d'Européens, de résidents de l'UE qui sont installés en Angleterre dans les 15 dernières années, avec des densités parfois énormes. Il y a des villes où il y a 30% de Polonais. Et il y a eu un rejet. Il y a eu un rejet. Ils ont dit on n'est plus chez nous. Il y a des articles tous les jours dans la presse, d'anglais, y compris normaux, qui disent on n'est plus chez nous. On n'est plus en Angleterre. Et donc ça pose une question sur l'importance de l'immigration en Angleterre, le fait qu'elle a été assez bizarre, c'est-à-dire qu'il y a des grosses concentrations, surtout de salariés venant d'Europe de l'Est dans certaines villes. Ensuite, évidemment, partant de ça, ils font un truc qui va le tuer économiquement, parce que aujourd'hui, alors je fais juste un tout petit parenthèse, on est en train de re-régionaliser l'organisation des économies. C'est les États ou les régions veulent qu'on produise plus près du consommateur final. Vous ne vendez pas une voiture à un Chinois si vous ne la fabriquez pas en Chine, vous ne vendez pas un avion à un Indien si vous ne le fabriquez pas en Inde, et on voit Trump. Donc le modèle qu'a en tête Johnson ou un certain nombre de types, moins cinglé que tu rencontres à Londres, qui est un modèle hyper mondialisé, où en gros l'Angleterre devient une espèce de hub mondialisé pour vendre des biens et des services en Asie, en Amérique du Nord. Ce modèle, c'est celui des années 80, mais aujourd'hui, il est en train de disparaître au profit d'un modèle régionalisé de production, où on fabrique dans chaque région ce qui est consommé dans la région. Parce que les États le demandent, c'est ce qu'on appelle le contenu local. Les États veulent un contenu local important. 2, parce que les coûts de transport vont fortement augmenter avec les normes environnementales. Et 3, parce que c'est trop compliqué. Ce qu'on appelle les chaînes de valeur globale, où tout était éclaté sur 30 pays, sont d'une fragilité incroyable. Il suffit qu'il y ait un morceau de la chaîne qui casse et toute la production s'arrête partout. Et donc on veut revenir à des choses plus simples, moins éclatées, avec moins de sites de production. Donc ce que Johnson et les autres Brexiteurs disent, c'est on va remplacer l'Europe par le vaste monde. Connerie absolue. Je veux dire, ils sont dans ce modèle-là. Si on est en Europe, on vend en Europe. Et donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ils se condamnent à un désastre économique, parce que ce qui marche aujourd'hui, c'est l'intégration dans un ensemble régional dynamique. Et pas le fait de vendre à 15 000 km de là à des gens qui ne veulent plus acheter des trucs fabriqués à 15 000 km. Donc quand les Anglais t'expliquent qu'on va remplacer l'Europe par l'Australie, c'est une plaisanterie.
vendre des trucs aux Australiens, il faut le faire en Australie. Donc, en tout cas dans le Pacifique. Donc ça va être une catastrophe. La Banque d'Angleterre, qui sont des gens raisonnables, à nouveau disent que ça va coûter 10 points de PIB au Royaume-Uni, c'est-à-dire à peu près 3 millions d'emplois. Et ça va être une catastrophe. Prends Airbus, toujours le même exemple. Airbus fabrique les ailes des Airbus au Pays de Galles. Airbus a 15 000 salariés directs, mais avec les sous-traitants, etc., on a 150 000 personnes qui sont dans cette activité. S'il y a des droits de douane, Airbus, alors on ne va pas fermer l'usine le lendemain, mais évidemment va gérer en décroissance cette usine en transférant progressivement les capacités dans le reste de l'Europe. Et c'est qu'un exemple. Et ça, c'est 150 000 emplois. La finance, c'est absolument rien. C'est-à-dire, on est en train de dire qu'on va récupérer, qu'il y a 3 000 types qui vont quitter la City et qu'il faut se partager entre Paris et Francfort. Et Airbus, c'est 150 000 personnes. Le sujet, c'est l'industrie. Les Anglais vont perdre des bouts entiers d'industrie, des centaines de milliers d'emplois industriels. Alors, politiquement, qu'est-ce qui se passe quand ils s'en rendent compte dans 2 ou 3 ans? À mon avis, ils virent tous les Brexiteurs, c'est probable. Mais le truc est très irréversible, je dirais. Oui. Alors, ils pourraient recandidater, donc on les met, on ferait comme les Turquie, on leur ferait passer des examens pendant 15 ans pour les faire rentrer. Mais c'est quand même irréversible. Mais voilà, ça n'a aucun sens dans le fonctionnement contemporain des économies. Je vois un doigt qui se lève là-bas. Allez-y. Oh là là, il y en a. Alors 3. Bon, il y a Jean-Marie Laporte. Là. Le premier, c'est monsieur en chemise rouge là-bas au fond. Vous avez peu parlé de la financiarisation de l'économie. Et avec cette production de monnaie appuyée sur les dettes publiques, n'y a-t-il pas un encouragement en fait à la financiarisation de rendements très court terme de capitaux qui ne s'investissent pas dans ce cas-là dans l'économie productive? Alors, attends, on va peut-être prendre... Oui. Hilaire, tu passes le... Je mets non, il y a quelqu'un qui avait levé le doigt là-bas au fond, et ensuite j'ai vu un doigt qui se levait par Jean-Marie. C'est à Jean-Marie. Merci pour l'exposé. Une question un peu naïve, c'est sur la réalité de l'absence d'inflation. Nous sommes aujourd'hui à peu près pour les produits alimentaires, je fais les paniers d'un ménagère, au même prix que ce qui était en francs. Maintenant, on paye le même prix en euros. Donc ça fait quand même une bascule de l'ordre de 6 depuis 2000. Vous parlez de quel produit là? De la baguette? Aussi la baguette de pain. Je peux répondre tout de suite. Tout ce qu'on achète au supermarché. Je peux répondre tout de suite à ça. Bon, il y a une très bonne étude de l'INSEE là-dessus. Ce que vous venez de dire est complètement faux. Quoi. Non, c'est pas vrai. Regardez l'étude de l'INSEE. Ils ont fait la baguette de pain. Baguette de pain, au moment du passage à l'euro, elle valait 4 francs quelque chose, enfin, et elle a augmenté de 1,3% par an depuis l'euro. Non, par contre, évidemment, pour aller quand même un tout petit peu dans votre sens, dans les indices de prix de la consommation, il n'y a pas les prix de l'immobilier. Hein. Et donc quand on parle du pouvoir d'achat des Français, on ne parle que du pouvoir d'achat en termes de consommation. Or, les prix de l'immobilier ont augmenté 2 fois plus que les prix des biens. Et la hausse des prix de l'immobilier a mangé à peu près la moitié de la hausse du pouvoir d'achat des Français depuis une vingtaine d'années. Donc le sujet, c'est il faudrait peut-être d'une manière quelconque réintégrer le coût du logement comme à l'intérieur. Ce que font les Américains, par exemple, ou les Anglais, qui ont un indice de coût de la vie, où on intègre le coût de se loger en plus du coût de la consommation. Donc l'indice de l'INSEE, c'est un indice de prix des biens, et ils ont fait ce travail, et il n'y a pas d'entourloupe, et il y a eu vraiment 1,4% d'inflation depuis longtemps. Une des bonnes choses des taux d'intérêt très bas, c'est qu'on peut faire des investissements dont le rendement est dans le très long terme. Un taux d'actualisation très faible, ce qui se passe dans 20 ans est important. Si vous avez des taux d'intérêt à 7%, ce qui se passe dans 20 ans n'a strictement aucune importance. Donc, c'est quand même c'est le seul argument sérieux en faveur d'une augmentation des investissements publics en disant tant que les taux d'intérêt sont à ce niveau-là, on peut financer des investissements dont la rentabilité est dans le très long terme. Et donc, en fait, c'est plutôt une conséquence positive des taux très bas d'avoir ça. La financiarisation, elle s'est faite avant. Enfin, la financiarisation, c'est l'explosion des dettes, comme essentiellement. Le fait que l'explosion des dettes partout depuis 20 ans a effectivement
ça fait le marquant de la finance, quoi. Je veux dire, c'est la hausse considérable des dettes. Si vous faites le calcul de la taille de la finance, hein, que je fais au début du livre, en 1990, la finance pesait 2 années du PIB mondial, et aujourd'hui, elle pèse 5 ans du PIB mondial. Hein. Donc évidemment, je ne sais pas si on appelle ça financiarisation, c'est juste que c'est plus gros, quoi. Mais c'est plus gros essentiellement parce qu'on a mis des dettes partout. Donc, 1 minute, je passe la parole à Jean-Marie Laporte, mais monsieur, dans l'indice des prix, il y a la baguette, il y a les produits alimentaires qui peuvent effectivement avoir augmenté, mais il ne faut pas oublier tous les produits venus des pays émergents, dont on parlait tout à l'heure, et qui, eux, n'ont pas augmenté du tout, ont même baissé forcément. Non mais regarde l'article de l'INSEE, ils ont fait spécifiquement, comme on a toujours la question, ils ont fait spécifiquement la baguette. Oui. Donc au moment de l'entrée dans l'euro, je crois que ça valait 5 francs une baguette, et pas 1 franc comme on le dit dans le Je voudrais me placer du côté des investisseurs. Aujourd'hui, il y a 12 500 milliards de dollars de dettes à taux négatif. Et je ne compte pas les dettes à taux zéro, au voisinage de zéro. Donc pour les investisseurs, il y a un risque très fort, effectivement, de remonter des taux d'intérêt qui peut être extrêmement dommageable. Mais ce phénomène, je voudrais avoir ton sentiment là-dessus, ce phénomène se double d'un autre phénomène, c'est-à-dire une recherche de rendement de la part des investisseurs qui sont très à court de revenus, n'est-ce pas? C'est vrai pour l'assurance vie, c'est vrai pour les fonds de pension, c'est vrai pour toutes ces institutions qui doivent verser des flux de revenus dans le futur. Et donc, on assiste à un déplacement vers des actifs beaucoup plus risqués, et même des actifs qui ne valent presque rien, n'est-ce pas? Private equity, obligations, junk obligations, également des actions qui ne sont pas fameuses. On a vu des accidents sur le marché ces derniers temps. On a vu en Angleterre le fonds Woodford qui a refusé de rembourser ses investisseurs. C'est un fonds à cotation quotidienne. On a eu aussi cette histoire que tu connais bien, qui est H2O. Et tout ça, j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Je crois, alors, je ne sais pas trop technique, que c'est pas les investisseurs aujourd'hui ne recherchent pas du risque, ils achètent des actifs qui sont illiquides. C'est comme ça. Si vous êtes un assureur vie, si vous achetez français, si vous achetez la dette de l'État français, elle paye 0. Donc évidemment, vous savez que vous allez mourir si vous achetez. Et où est-ce que vous trouvez encore du rendement? Vous trouvez du rendement en acceptant de ne plus avoir de liquidité. Donc vous allez acheter de l'immobilier. De l'immobilier, ça rapporte à peu près 3,5. Vous allez acheter des infrastructures, des champs d'éoliennes, des centrales solaires, ça rapporte à peu près 4%. Vous allez acheter du private equity. J'ai acheté des obligations d'entreprise extrêmement, alors là, risquées, mais le point central, c'est que ce que je capte comme investisseur en faisant ça, c'est une prime qui me compense pour le fait que l'actif est illiquide. Donc je ne peux pas le vendre. Ou c'est extrêmement compliqué de le vendre avant la date prévue. Le grand danger, et qui a été relevé d'ailleurs par toutes les banques centrales depuis quelques jours, c'est que je continue, moi, alors je me place dans la peau de l'investisseur, à promettre à mes clients qu'ils peuvent prendre l'argent tout le temps. Donc du côté du passif du fonds, c'est un fonds d'investissement, j'ai des parts que les épargnants peuvent vendre à tout moment, et du côté de l'actif, de plus en plus, j'ai des actifs illiquides qui ne sont pas vendables. Un grand immeuble de bureau à la Défense, ça se vend, mais enfin, il faut prendre son temps, quoi, je veux dire. Un champ d'éoliennes, ça ne se vend pas. Après, c'est compliqué. Du private equity, ça ne se vend pas. Après, ça fait des années. Et donc, pour avoir des rendements, de plus en plus, les investisseurs achètent des choses qu'ils ne peuvent pas vendre. Donc, la crise de liquidité, c'est une crise où les gens viennent chercher leur argent et on ne peut pas leur donner parce qu'en face, on ne peut pas vendre des actifs, quoi. Et ça, c'est ce qui s'est passé au moment des subprimes déjà. Là, ce qu'on appelait alors, je ne sais pas dire en français, les véhicules spéciaux de financement des subprimes, les special purpose vehicles, ils avaient acheté des crédits immobiliers à 30 ans, ils étaient financés par de l'endettement à 3 mois. Donc c'est typique du problème de liquidité. Et donc quand ils n'ont pas pu renouveler leur endettement à 3 mois, comme on ne vend pas un crédit immobilier à 30 ans, ils étaient tous en faillite.
Et c'est de là qu'est partie la crise des subprimes. Donc, dans le monde contemporain, les crises de la finance, ce sont aussi, c'est pas que des crises d'insolvabilité, c'est aussi des crises d'illiquidité. Alors, qui se transforment tout de suite en crise d'insolvabilité. Parce que si on vient me réclamer parce que de l'argent et que je ne peux pas le donner, je suis d'abord illiquide, puis assez vite je suis insolvable. Solution, c'est ce que dit le gouverneur de la Banque de France ce matin, si vous investissez dans des actifs illiquides, il ne faut pas promettre de la liquidité à vos clients, quoi. Et pour l'instant, ceci n'est pas régulé. Et vos assureurs vie, vous avez à peu près tous un contrat d'assureur vie, le font de plus en plus. Alors c'est qu'un petit bout du truc, quoi, je veux dire. Mais évidemment, c'est évident que c'est la seule solution pour la plupart des investisseurs pour survivre, quoi. C'est d'accepter d'acheter des actifs illiquides. Alors, à nouveau, je reviens sur le point d'avant. Pour l'économie, c'est pas mal, quoi. Hein, que les investisseurs se mettent à acheter des infrastructures, achètent des entreprises et restent investis pendant 7 ans dedans, c'est plutôt bon pour l'économie. Mais il faut expliquer aux épargnants qui ne devraient pas pouvoir reprendre leur argent tout le temps. Mais une SICAV action, déjà, c'était aberrant. Quand j'achète une action d'une entreprise, normalement, je crois dans l'entreprise et je veux rester investi dans cette entreprise. L'idée de mettre ça dans un instrument où toutes les secondes je peux reprendre mon argent si je veux, ça n'a pas de sens. Hein, donc déjà, on avait commandé. Et là, on continue, quoi. Donc il va falloir un jour accepter de dire aux épargnants, ce bout-là de votre épargne, vous ne pouvez pas la récupérer tout de suite, quoi. Vous pourrez la récupérer dans 3 ans, dans 5 ans, mais pas maintenant, pas tous les jours quand vous avez envie. On peut voir d'ailleurs avec inquiétude que dans la loi Pacte, la réforme de l'assurance vie, etc., va plutôt dans le mauvais sens en rendant encore plus disponible l'épargne. Ce qui est là une demande des consommateurs, mais c'est vachement dangereux, quoi, je veux dire. Alors après, il se passe ce que tu dis, c'est-à-dire que confronté aux sorties, simplement, les fonds ferment. Donc ils disent aux gens, votre pognon, désolé, je vous le rends pas, quoi. Et dans la loi Pacte, il est prévu que les assureurs français ont le droit de faire ça. Les assureurs français ont le droit de ne pas rendre l'argent, si ça met leur solvabilité en danger. Bon, écoutez, je crois qu'on va clôturer ici. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Dans la canicule. Et n'oubliez pas le livre d'Artus si vous avez vraiment aimé, comme moi, il y a tout dedans.